Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Arsenal. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Pas le temps de niaiser, pas le temps de tergiverser. Il faut affronter cette défaite, il faut affronter les conséquences de cette défaite. Il faut en tirer des leçons peut-être, ou la laisser de côté comme une défaite qui ne compte pas. Et comme d'habitude, pour en parler avec moi, Alex. Salut Alex, tu vas bien ? Ça va et toi ? Bon, ça sent la grande forme de ton côté aussi. Ouais, c'est la grande forme. J'adore. J'ai adoré ce week-end, ce match. C'était extraordinaire. Il fait beau à Toulouse ? Aujourd'hui, il fait très moche. Enfin, très moche. Il fait pas très beau. En fait, quand il fait pas genre soleil chez vous, c'est très moche. Bah ouais. Mais là, il pleut quand même. Enfin, il a plu, en tout cas. Mais sinon, ça va. Il fait pas trop mal par rapport à l'année dernière. Nous, on a eu la grêle hier. Une grêle comme j'ai jamais vu. Ah ouais ? C'était... Ah, mais il y avait de l'orage. Ouais, il y avait de l'orage, mais le ciel nous lapidait. Le ciel lapidait Paris. C'était vous me faites tous chier les Parisiens, je vais vous canarder. En même temps, il a raison. Bah aussi. Voilà, peut-être. Et on s'est pris une canarde. Mon chat faisait des allers-retours en sprint, en frôlant le sol avec, tu sais, la queue qui gonfle. Ouais. Mais enfin la queue qui gonfle, vraiment la queue de poilu. Non, je m'enfonce. Tout ça pour ne pas parler de ce match contre Bournemouth, qui en plus était à la maison. Le match retour d'un match qui est resté dans nos mémoires parce qu'on s'est fait démonter 2-0. N'oublions pas que c'était le carton rouge de Saliba, qui était considéré comme dernier défenseur quand il commet la faute. Et il a fallu une intervention de la VAR pour annuler le carton jaune de l'arbitre sur le terrain et le remplacer par un carton rouge en première mi-temps pour William Saliba, ce que j'ai trouvé choquant à l'époque. On avait au match aller aussi un énorme raté de Martinelli en 1 contre 1 face au gardien adverse. Donc ça c'est plus habituel qu'un carton rouge, un raté de Martinelli. Donc là on avait le match retour chez nous. L'enjeu, c'était consolider cette deuxième place. N'oublions pas qu'il y a aussi un peu d'enjeu par rapport au top 5 pour se qualifier en Champions League. Parce que tant qu'on n'est pas assuré de gagner la Champions League, il faut qu'on puisse se qualifier à la prochaine à travers le top 5. Or, les équipes derrière nous commencent à nous rattraper. Alors, commencent à nous rattraper, mais on n'a quand même aucune victoire en 5 matches. Et ils commencent à peine à nous rattraper, quoi. Et ils sont encore 3 points derrière nous. C'est-à-dire que dire le niveau de la première ligue cette année, quoi. Donc, voilà. Ce match avait quand même un peu d'enjeu, voilà. 2 points potentiellement pour Newcastle s'ils gagnent aujourd'hui, je crois. Ils jouent aujourd'hui. Ah oui, tu veux dire Newcastle passe 2 points derrière nous, en effet. Ouais, s'ils gagnent. Et il y a pas mal d'équipes qui vont se retrouver, si elles gagnent, à 4 points, genre Aston Villa, tout ça. Toutes les équipes derrière elles vont se retrouver à 4 points. Et juste vite fait pour contexte, il nous reste 3 matchs. On joue Liverpool et Newcastle. Il nous reste 4 matchs. Ah bon ? Je crois que c'était... Ah non, on est à 35 là, ça y est. Ouais, ça y est. Ouais. Donc il nous reste 3 matchs. Donc il nous reste 3 matchs. Et on est on va dire que normalement ça devrait aller, mais si on fait 2 défaites, une victoire, ça va être chaud. Si on fait 2 défaites, une victoire, ça me paraît à peu près assuré qu'on est dans le top 5. Je sais pas, parce que... Si on passe à 70, j'imagine pas que Chelsea, là, en 4 matchs, ils prennent 10 points. Forest, c'est sûr que non. Ils jouent Liverpool aujourd'hui. Ils jouent Liverpool aujourd'hui, Chelsea. Mais s'ils gagnent, attention, quoi. Les menaces. Parce que le top 5 actuel, à mon avis, ce sera le top 5. C'est Liverpool, Arsenal. Je sais pas dans quel ordre, mais je sais que Liverpool sera premier. Donc c'est derrière, il y a Arsenal, Manchester City, Newcastle, Chelsea. Donc nous, on doit pas se faire rattraper par Nottingham Forest, Aston Villa. Voilà, c'est tout, parce que Bournemouth, ils sont ensuite très loin derrière. Donc en fait, il faut espérer que de Forest, Villa, et j'inclus Chelsea parce qu'ils ont aussi 60 points comme eux, que eux ne prennent pas 10 points si on gagne contre Southampton. Donc que les 3 ne prennent pas 10 points. Enfin, qu'il n'y en ait qu'un seul qui prenne 10 points au pire. 10 points en 4 matchs. 10 points en 4 matchs, et il faudrait qu'il y en ait 2 qui le fassent. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai pas... Ouais, mais le truc, c'est que... Bon, ça, c'est un autre point. C'est qu'il y a la qualification, mais aussi le fait que... Putain, après, ce sera représentatif de notre saison, mais quand tu penses la saison pourrie qu'ont fait toutes ces équipes, City, Chelsea... Bon, je parle pas de Villa et de Forest, parce que pour eux, c'est pas mal d'être là. Mais quand tu vois, et tu vois qu'on va peut-être se retrouver derrière ces équipes de merde, enfin de merde, oui, c'est des clubs de merde plutôt, mais c'est chiant, quoi. C'est saoulant, mais en même temps, voilà.
Mais bon, je dois dire que on est toujours obligé de l'analyser au prisme. J'en ai un peu marre des blessures, mais le prisme de Liverpool était de toute façon devant et on a abandonné. Ok, Ouais. mais Et on bon, a la j'avais Champions ça League. c'était un point essentiel pour ensuite. Mais si on perd la demi-finale de Champions League, c'est possiblement une des pires saisons d'Arteta. Non. Bah Bah, non. si. Bah non, parce pour moi, tu peux pas dire que c'est une des pires saisons d'Arteta. Bah, au vu des investissements et de l'équipe qu'il a, des performances, Non, je suis désolé. tu peux dire que l'année où on finit 5e derrière Spurs, ok, mais t'as vu l'équipe qu'il a. Oui, mais attends, non, moi je suis désolé, non. Pour moi, oui, d'accord, il a fait des investissements, etc. Mais il a fait des investissements parce qu'il a réussi à amener l'équipe jusque-là. Et quand tu regardes cette année, alors on a fait des investissements les années d'avant, mais si tu regardes cette année, pour moi, on n'a pas fait un investissement incroyable. Je veux dire, Calafiori, en termes d'argent, d'accord, c'était un peu cher, mais c'était un jeune joueur qui n'est pas du tout prouvé à ce niveau-là. Merino, un joueur expérimenté, mais c'est pas non plus. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissaient Merino quand on l'a acheté. Et qui en a pris d'autres? Oui, mais Merino et. ça, c'est sa faute. Il a quand même mis 70 millions dans ces deux joueurs. Donc il y a quand même d'autres équipes qui aimeraient bien se permettre de dépenser 70 millions pour pas C'est d'investissement. sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant aussi, on dépensait des tonnes et on avait des joueurs de merde. Hein. Moustafi, on l'a payé pas mal. Hein. Et non, mais alors regardons, fait parfait. 19-20, c'était une demi-saison d'Arteta. On finit 9ème, je crois. On gagne la FA Cup. Est-ce que c'était une meilleure saison pour toi? Pour moi, non. Oui. Bah, il y avait un trophée, mais attends, tu vas dire que. Par rapport aux attentes et la performance, oui. Oui, mais il faut voir où est l'équipe en ce moment. C'est-à-dire que je suis d'accord que c'est pas ce qu'on attendait, parce que nos attentes sont plus hautes maintenant. Mais tu regardes dans C'est l'absolu. ça que je veux dire, c'est relatif aux attentes. Oui, mais dans l'absolu, je suis désolé, mais qu'on ait une équipe bof ou pas, ou une équipe en reconstruction, on a quand même fini 9ème. Je veux dire, là, on bâche toutes ces équipes Spurs, Chelsea, United, parce que justement, ils sont le truc de ils sont en reconstruction, machin. Alors que non, je suis désolé, ils sont Mais juste nous, on n'est nuls. plus autant en reconstruction, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que Non, mais eux non plus. c'est grâce à Arteta qu'on est là, c'est Oui, sûr. mais tu regardes Sauf que d'autres équipes. Arteta, Tu regardes d'autres équipes qui ont investi dans des joueurs comme Spurs, United, tout ça, et ils sont pourris maintenant. Je suis désolé, mais et avec toutes, faut regarder toutes les circonstances. Mais pour moi, c'est juste que on a les standards beaucoup plus hauts maintenant, on a des attentes plus hautes, donc pour nous, c'est décevant. Pour moi, des 3 dernières saisons, c'est la plus décevante. Mais de toutes les saisons d'Arteta, bah si. Par exemple, le sentiment après la FA Cup, il était positif, il était trop bien. Il était genre, ok, on est sur une ouais, bonne route. Ensuite, il y a la saison d'après, c'est là où on finit 5e, c'est ça? non, on finit 8ème en 2021. Ah, on Parce qu'on finit fait un 8e, début ouais. de saison catastrophique, et après, on remonte un peu en fin de saison, mais on finit que 8ème. Quoi. Oui, bah c'est là où Odegaard est devenu bon et on est devenu bon. On passe de On 15e à commence. 8e en fait. Ouais, c'est ça. C'est là où ouais, ok. Donc là c'était plutôt. Voilà. Non, mais C'était pas une attends. super saison. C'était nul, mais c'était sur la bonne trajectoire, toujours. Donc Alors, il y avait toujours un peu le sentiment on pourra faire mieux l'année prochaine et très oui, potentiellement se qualifier pour la Champions League. mais tu vois, si c'était un graphe, c'est-à-dire que on est très bas, on monte petit à petit Oui, ça on jusqu'à est d'accord. la saison 22-23, et après on remonte encore un peu 23-24, et là on rebaisse, mais on rebaisse pas au niveau où on était avant, en 21-22. Pour moi, on rebaisse pas là. Bah, et en fait, le match que j'ai vu là, il y a des trucs, je n'en peux plus. Je Ouais, n'en peux c'est plus. vrai. Et bah, tu sais quoi? Commençons par le début. Commençons par le début parce que ça, c'est moi, tu sais qu'à chaque fois, c'est le truc qui m'énerve le plus. C'est cette incapacité à faire confiance aux joueurs d'effectifs. Donc, commençons par la compo de ce match. Vas-y, bah, tu sais quoi? Je te laisse la faire, la compo. Vas-y, dis-moi. Alors, la compo, David Raya au but, Lewis Kelly à gauche, Kivior, Saliba, White. Partey, Rice, Odegaard en milieu. Et en attaque, on a Martinelli, Trossard et Saka. Alors, qu'est-ce qu'on peut commenter sur ce line-up? On va d'abord dire, le truc obvious, le truc évident, c'est un line-up, c'est le plus, comment dire, c'est notre line-up le plus fort. C'est notre 11 de départ. C'est ça. Hier, sachant que Merino revenait de un peu de doute et de blessure, Ouais. c'est notre line-up maximum. Line-up maximum. Mais alors ça, pour moi, je le défends. Parce que, d'accord, il faut reposer les joueurs
le match de mercredi. Mais en même temps, il faut quand même que, justement, il faut que les joueurs ils soient dans une bonne. Je comprends l'intention, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, Arteta, c'est qu'il voulait générer comment dire, un truc, par exemple avec une victoire, générer un peu un engouement, un truc, et que les joueurs commencent à trouver leur meilleure forme, enfin, ou gardent leur meilleure forme. Parce que tu vois, si on fait un match, par exemple, si on avait gagné 3-0 et qu'un tel avait marqué, c'est genre, ah ouais, là on se sent bien pour le match de mercredi, et je comprends ça. Et aussi, c'est un moment de la saison où de toute façon, il nous reste plus beaucoup de matchs. Les matchs sont relativement espacés. Enfin, oui, d'accord, on joue mercredi, mais ça va, on a quand même le temps de se reposer. Le truc, c'est voilà, faire sortir les joueurs. Si tu fais sortir les joueurs à la 70e, comme il a fait avec Rice et tout, ça va. Mais c'est juste pas les faire jouer tous 90 minutes. Mais pour moi, non, c'est justifié de mettre. C'est juste, faut faire attention aux blessures, c'est tout. Mais en termes de les faire jouer, non, pour moi, c'est bon. Là, c'est marrant parce que je suis pas du tout d'accord, mais Okay. tant mieux. Hein. Pour moi, c'est à la fin, t'as quoi? Je comprends l'intention. À la fin, t'as quoi? T'as plein de joueurs qui ont joué 90 minutes, comme Odegaard qui n'en avait pas besoin, comme Miles Lewis Kelly qui était jeune. Heureusement, il y avait Ben White parce que Timber était blessé. Pourquoi? Parce que Timber était aussi surjoué. Il y a des joueurs aussi derrière qui ont droit à plus de considération, comme Nwaneri. Pourquoi Nwaneri, il entre à la 86e minute? Ok, Odegaard et ça. Non. Ouais, ça je comprends pas trop. À la place de Saka. Je comprends pas. Odegaard, il fait une bonne première mi-temps. On va aborder le match. Mais pourquoi il reste jusqu'à la 90e minute? Est-ce que là, puisqu'on est sur la composition, est-ce que Arteta est en train de faire avec Nwaneri la même chose qu'il a fait avec Emile Smith-Rowe et Fabio Vieira? Pourquoi est-ce que Odegaard, qui ne performe pas depuis 3 mois, continue à être dans les bons petits papiers et là, sur un match contre Bournemouth à la maison, il peut pas mettre Odegaard, c'est quoi? Je vais te mettre sur le banc parce que tu fais n'importe quoi depuis plusieurs matchs et je vais mettre Nwaneri qui le mérite. Non, mais ça. À la place, il le laisse 90 minutes. Non. Ça, c'est pas possible. Non, je suis désolé. Pour moi. Pardon, je m'emporte. Non, alors, en fait, je suis d'accord avec toi sur le truc de Odegaard, qu'à un moment, il va falloir. J'en veux pas Odegaard ni rien. Hein. Je pense pas qu'il a une mauvaise saison parce qu'il a décidé qu'il s'en foutait. Je pense pas. Je pense que c'est comme ça. Moi, je suis entièrement d'accord du truc de la compétition pour Odegaard, de lui faire comprendre à un moment, toi, t'es sur le banc, maintenant, c'est un autre qui joue à ta place, et tu veux rejouer, faut que tu montes ton niveau. Ça, je suis entièrement d'accord, mais ça sert à rien de le faire maintenant, en fait. Parce que maintenant, tu peux pas compter sur Nwaneri. Je dis pas que c'est pas un bon joueur, mais tu peux pas placer toute cette responsabilité sur ses épaules pour le match de Champions League, parce que on l'a vu, c'est un très bon joueur et tout, mais il a pas encore les épaules et il a pas encore. C'est juste que voilà, il est jeune et il peut pas encore faire prendre toutes les responsabilités, même au niveau du pressing et tout ça, comme le fait Odegaard. Et qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, Arteta? Il voit qu'Odegaard ça va pas. Bah, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Ça sert à rien de lui faire un truc de tu vas sur le banc maintenant. Ça, c'est pour la saison prochaine. Maintenant, il faut essayer de le cajoler, lui redonner confiance. Comment? En le faisant jouer, en lui disant écoute, j'ai confiance en toi, ce match te fait jouer 90 minutes, tu vas me montrer que tu es encore bon, et mercredi, ce sera toi le mec. Et il a fait une bonne première mi-temps, comme tu as dit. Et pour moi, c'est plus ça la mentalité. Ça sert à rien maintenant d'essayer. Parce que tu fais ça à Odegaard, pour moi, tu fous Odegaard sur le banc en lui disant non, maintenant, c'est pas toi qui joues, c'est Nwaneri. Bah, tu lui fais perdre confiance et on va se retrouver mercredi avec Odegaard qui, si tu le fais jouer, il a encore moins confiance en lui. Et si tu fais jouer Nwaneri, c'est un peu un gamble, c'est un peu un pari. Parce que soit Nwaneri nous sort le match de sa vie, soit c'est un jeune joueur et il peut se retrouver un peu perdu. Voilà. Donc pour moi, non, c'est la bonne chose à faire. Mais mec, nos joueurs étaient épuisés dans les 15 dernières minutes contre le PSG. Épuisés, lessivés. Ils étaient sur les rotules. Et qu'est-ce que tu leur fais? Tu leur refous un match de Première Ligue entre les deux. Le PSG, eux, ils ont joué contre Strasbourg. Équipe B, du gardien jusqu'à l'attaquant. 11 joueurs équipe B. Bon, ça veut dire qu'il y a Barcola, du coup. Mais 11 joueurs de l'équipe B. Ils ont perdu 2-1, même score. Mais ils s'en foutent. Tous reposés. Ils s'en foutent. Ils sont déjà champions. Ils sont tous reposés. Mais putain, c'est pas possible. Arteta, il est trop chaud tactiquement. Je suis d'accord, il est chaud tactiquement. Il manque de plan B pendant les matchs. Il manque de capacité à changer le match pour le tourner à son avantage, que souvent les entraîneurs adverses font contre Arteta. Donc ça a été le cas dans ce match-là. Mais il est chaud tactiquement. Mais par contre, il ne peut pas apprendre de ses erreurs. On a un effectif ultra serré parce qu'on a plein de blessures. Ils sont tous sur les rotules au match avant. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les fout tous à jouer. Je suis désolé. À un moment, il faut quand même qu'il apprenne. Et c'est pas que ça. C'est pas que pour les reposer. Imagine Saka se blesse encore là.
Déjà, pourquoi Saka se blesserait ? Parce qu'il est surjoué encore. Mais même ça, mis à part, à ce moment-là, on fait venir Nwaneri. Il n'est pas du tout prêt. Si Miles Lewis Kelly se blesse ou fait un burn-out parce qu'il est trop jeune, Zinchenko, il n'est pas prêt. Pourquoi tu fais pas confiance à ton effectif ? On dit que, mais oui, on a des blessures et oui, on n'a peut-être pas acheté les bons joueurs. Mais ceux qui sont là, ils sont pas prêts quand on a besoin d'eux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout assez fait tourner. Et ça fait 3 ans que c'est la même chose. C'est vrai qu'il Je commence à me demander si la saison dernière n'est pas une saison intruse dans l'évolution d'Arteta, qui a plutôt tendance à faire surjouer ses joueurs et ils s'éclatent tous en vol et les derniers mois sont hyper difficiles. Parce qu'en fait, quand tu regardes toutes les saisons, c'est ça en fait. Toutes les saisons, on collapse à la fin. Non. Donc, là, je m'étends encore une fois parce que pas la saison dernière. Pas la saison et dernière. juste pas la saison dernière. Mais je suis en train de me dire que la saison dernière, elle était peut-être pas en fait un aboutissement du projet, mais peut-être en fait un peu intruse parce qu'en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. On a eu 0 blessure, donc en fait, il a poussé son truc au maximum. C'était trop bien. Mais voilà. Et par exemple, Martinelli, Odegaard, à mon avis, c'est par rapport à ce que tu disais. Martinelli, Odegaard, ils sont indétrônables. À mon avis, du taf de pressing qu'ils font et que Nwaneri ne fait pas, que Smith Rowe ne fait pas, que Fabio Vieira ne faisait pas. Mais sauf qu'à un moment, tu peux pas perdre un talent comme Nwaneri, le laisser partir juste parce qu'il fait un peu moins de pressing. Tu ne peux pas. Donc en fait, certes, tu as des standards de base, mais à un moment, il faut quand même développer ton effectif. Non, mais le problème, on en a déjà parlé, il y a aussi un problème, comment dire, c'est le problème aussi systémique du système Arteta, de sa formation, c'est en fait, il a un truc où il requiert des joueurs qui défendent comme des dingues, tous. Saka, Martinelli, tous. Tu regardes d'autres équipes, par exemple, tu vois le Barça. Le Barça contre l'Inter. Je dis pas qu'ils défendaient pas, mais c'était le genre d'équipe, ils pressaient super haut. Et pour moi, c'était une équipe qui avait une philosophie différente, dans le sens où ils se disaient, nous, on va mettre une ligne super haute, on va prendre des risques. On va pas forcément, on va défendre en pressant, mais en faisant un contre-pressing. On va pas défendre comme on fait nous, comme des dingues, c'est-à-dire à presser et après tous se replier et défendre et les ailiers défendent comme des dingues. Je pense pas que Lamine Yamal, même s'il faisait quand même du taf, mais je pense pas qu'il défend comme Saka. Mais à côté de ça, tu regardes offensivement, les mecs, bon, tu me diras, c'est pas les mêmes joueurs. J'adore Saka, il est ouf, mais c'est pas. On a vu ce qu'a fait Lamine Yamal, c'était quand même incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette philosophie de dire. Ok, d'accord, on prend des risques, mais derrière, on est tellement fort offensivement qu'on va vous battre comme ça. Mais si tu regardes cette philosophie-là, c'était quand même 3-3 le match. Mais l'Inter-Barça, c'était 3-3 le résultat. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, il est aussi systémique. C'est-à-dire que comme Arteta, il requiert ça des joueurs, ça fait que les joueurs, ils sont en burn-out après, au bout d'un moment. Et ça fait que offensivement, c'est beaucoup moins fluide parce que tu as toujours ce truc dans ta tête de dire je peux pas foirer une passe, il faut que je pense à ma position si on perd le ballon. Et je suis désolé, d'accord, la saison peut être décevante, là on a perdu, mais si tu regardes, on a la meilleure défense, je sais pas si on l'a encore, mais on a une des meilleures défenses d'Europe et de la Première Ligue. Si c'est pas la meilleure. Non, j'accepte plus cet argument. Je te laisse finir, mais je reviendrai après sur cet argument parce que j'accepte plus du tout. Ah non, mon argument c'est ça, c'est que le problème il est aussi philosophique, c'est-à-dire que Arteta, pour sa philosophie, c'est on va attaquer comme ça, on va attaquer de façon un peu moins extravagante, un peu moins créative en prenant moins de risques, mais d'un autre côté, on aura une bonne défense. Et les petites marges, on va compenser ce manque offensif, on va dire, parce qu'on va vraiment dominer le match en termes de pression et tout ça, et de possession, et sur les coups de pied arrêtés et tout. Et après, là, on peut dire, est-ce que c'est une philosophie à garder, tu vois ? Est-ce que c'est valide ou est-ce qu'il ne faudrait pas évoluer là-dedans, tu vois ? En fait, 2 choses. Par rapport au système qui demande de faire un pressing ultra intense hors ballon. Et de se replier. Bien. Oui, bien sûr. Mais du coup, tes joueurs, ils sont lessivés. Donc, à ce moment-là, fais tourner. Oui, c'est un truc qui marche si tu fais tourner. Comme ça, dans les 2 derniers mois, ils ne sont pas sur les rotules. Mais en fait, si tu as une philosophie de jeu qui a tendance à épuiser tes joueurs, fais tourner. Et si tu le fais pas, tu vas te retrouver avec ses conséquences. Donc là, ils sont tous sur les rotules. Et en plus, ils continuent à remettre toute son équipe. Bon, je reviens pas sur la compo. Voilà. Ils continuent avec ça. Par contre, sur le fait qu'on ait une meilleure défense, là, entre-temps, on va peut-être vite fait aborder le match et les buts. Mais quand même, ça fait 21 points cette saison qu'on perd dans des matchs où on menait. Ça fait 10 matchs où on menait en premier, où on s'est fait rattraper, où on a perdu. Ouais.
Donc tu peux dire meilleure défense d'Europe? Non. Tu peux dire meilleure défense d'Europe en nombre de buts concédés peut-être. Mais si notre meilleure défense d'Europe, ça veut dire que chaque fois qu'on mène, en fait, on est à peu près certain qu'on va se faire rattraper. Là, ça n'a plus lieu d'être. Donc en fait, cette tactique, il va falloir changer quelque chose. Parce que si elle ne fonctionne pas, il reste plus grand-chose. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'excitation. Il n'y a pas vraiment de... Donc s'il n'y a pas l'efficacité, je sais pas. Bon, on peut aborder le match, hein. D'ailleurs, au début, on a fait plutôt une bonne première mi-temps. Je trouve que on a bien rebondi par rapport à PSG. Et on a fait une bonne première mi-temps en étant contrôlé et en étant, pour le coup, assez conservateur. On n'était pas du tout en train de tout dominer vers eux à se prendre des contre-attaques parce qu'on sait à quel point Bournemouth, ils sont rapides sur les contre-attaques. Donc on était plutôt conservateur, c'était pas mal. Il n'y a pas eu vraiment de grosses occasions comme d'hab. Expected goals. Un peu par-ci par-là, par-ci par-là, par-ci par-là. Cette fois, il n'était pas très bon en fin de match, mais il n'y a pas eu de grosses occasions. Il y a eu un moment, tu vois, quand on se disait la dernière fois, on a tendance à récupérer des balles hautes grâce au pressing, on n'arrive pas à les convertir en but. On a même du mal à les convertir en occasion. Donc à un moment, il y a Trossard qui récupère la balle sur la droite, qui la renvoie à Saka. Saka qui l'écarte sur Martinelli. Martinelli qui doit faire une touche de trop pour la mettre sur son pied gauche. Il n'arrive pas à la cadrer. Il pourrait la passer à Rice. Il y a eu Martinelli, un centre où il arrive à dribbler sur son aile. Il arrive à centrer sur Trossard qui fait la tête. En plein milieu. Sur la ligne. Ouais, bon, en même temps, ça c'est dangereux non plus. Ah si, non, ça pour moi. Alors, le truc de Martinelli qui fait une touche de trop, ça c'est exactement symptomatique de nos problèmes cette saison, entre autres. C'est pas tellement, parce que pour moi, c'est pas tellement souvent qu'on rate des occasions. C'est plus que on se crée l'ouverture, mais on n'arrive pas à tirer. En fait, pour moi, ce match, c'était ça. C'est qu'on tirait pas assez. Il y avait plein de moments où on pouvait. Pas assez tirer, quoi. C'est ça. Et c'est tellement frustrant. Et pour moi, l'action de Trossard, Martinelli qui fait un centre sur Trossard qui fait la tête, pour moi, ça, c'est une opportunité franche. C'est juste que Trossard, il est pas super bon en tête. Il fait une tête un peu pas super. Enfin, pas super, voilà. Il fait ce qu'il peut. Mais pour moi, ça, c'est une opportunité franche, tu vois. Ça, si c'est un autre attaquant, normalement, ça va dans les buts, tu vois. C'est juste que... Alors oui, ça a l'air pas très dangereux sur le moment, mais pour moi, on peut qualifier ça d'opportunité franche. Et d'ailleurs, je trouve qu'on s'en est créé pas mal par rapport au dernier match, au match d'avant. Mais on aurait pu... Il y a eu tellement d'ouverture, on aurait vraiment pu tirer plus, quoi, ou se créer plus d'occasions. C'est incroyable le nombre de... Là, j'ai même pas encore abordé le but, mais je suis déjà en train de penser à toutes ces occasions qu'on avait de foutre le match hors de portée de Bournemouth. Mais déjà, bon, le but, il est beau. Le but, il est très beau. C'est Partey qui est au début de l'action avec une bonne passe entre les lignes et Odegaard, un bon contrôle à la réception pour éliminer un ou deux joueurs. Non, il fait un chimie. Il fait une feinte de corps, il laisse passer le ballon. D'ailleurs, il fait une feinte à la Partey un peu. Ouais. On le voit pas souvent faire ça. Et il fait une bonne passe en profondeur pour Rice qui bat bien le gardien et qui lève bien son ballon sur le finish. Beau finish d'ailleurs. Rice pour son 100e match. Voilà, beau but. Là, je me suis dit, franchement, par rapport à ce à quoi je m'attendais, un Bournemouth surexcité dans tous les sens qui nous épuise et qui blesse nos joueurs. Sauf qu'on contrôle bien le match. On a eu des bonnes occasions. Il y a eu une énorme occasion de la tête de Evan Nilsson avant d'ailleurs où Kivior tombe. Mais ils n'ont pas concrétisé. Donc on s'en sortait plutôt bien. Et après, il y a eu la deuxième mi-temps. Pareil, début de deuxième mi-temps, on est pas mal. À un moment, Saka se retrouve sur le côté gauche grâce à une bonne passe de Miles Lewis-Kelly entre les lignes. Saka dribble et tire du droit, ça passe un peu à l'extérieur du poteau. Mais là, on continue à contrôler le match, à avoir l'occasion. Moi, j'aime bien quand Saka là, il dérive plus à gauche ces derniers temps par rapport à d'habitude. Oui, c'est vrai qu'on le voyait plus à gauche ou au milieu. On le voit plus souvent comme attaquant, attaquant de pointe. Il alterne avec Trossard en fait, je pense qu'on y a Trossard. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et là, 60e minute, collapse quoi. Effondrement d'Arsenal. Je sais pas si c'est la fatigue, là c'était fini. Alors après les buts qu'on se prend, c'est sûr. Mais c'est comme d'hab, c'est ce qu'on disait l'autre fois. C'est des buts à la con sur coup de pied arrêté. Parce que, et là, je suis désolé. Coup de pied arrêté ou autre, c'est des buts qui ne sont pas construits, où on s'est fait battre par un système. Ouais. Non, c'est juste des buts, comment c'est chiant de les encaisser. Mais c'est ce qu'on, en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as du mal à te créer des occasions, où tu concrétises pas, et que tu comptes juste sur ta grosse défense, qui est quand même bonne, c'est vrai, mais tu comptes trop sur ta défense, à un moment tu vas te prendre un but, parce que c'est ça la première ligue en fait. On se dit à chaque fois c'est des buts pourris qu'on concède, mais en fait c'est ça, c'est que tu peux pas rester sur 1-0, tu peux pas rester et dire et pas concrétiser tes opportunités, parce qu'à un moment les équipes en face en première ligue, elles vont toujours trouver un moyen, même si elles jouent pas bien, même si elles jouent pas mieux que toi, sur des buts de merde comme ça. Et en fait ce qui m'a saoulé sur ce but,
C'est le collapse. Mais surtout, j'en ai marre. Combien, genre, tu te rappelles Stoke City, les touches longues. Là, une touche longue, directement en plus. C'est même pas genre cafouillage, rien. C'est le mec, il lui envoie sur la tête, il fait une petite tête et c'est bon. Sur la touche longue, quoi. L'assist, c'est Maignan qui, de la main, en fait. Il lui lance à la main. Non, mais en fait. Dans un match de football. Je sais pas, il faudrait regarder les statistiques, mais je crois pas. Alors, je savais pas que Bournemouth faisait ça, ils l'ont peut-être fait à une autre équipe. Mais là, ce qui me saoule, c'est que je suis sûr qu'on est la seule équipe cette année en première ligue, ou même même ça fait plusieurs années, qui se prend un but directement sur une touche longue. Je suis sûr qu'on est la seule équipe. Et comme par hasard, ça tombe sur nous. Comme quand c'était Stoke City, ça m'énerve. Ça me saoule, tu vois. Pourquoi on est aussi la seule équipe qui prend un but de la main sur le 2-1. Ah ouais, bon, ça c'est autre chose. Si t'as vu le replay, c'est clairement sur son coude. Ouais. Mec, ça, si c'était Arsenal, t'imagines si c'était Havertz, mec, la VAR, elle fait main annulée. Oui. Pas de but, bah comme contre Villa. Bon, contre Villa, c'était bien clairement sûr. une main, mais. Ouais, non, mais là, c'était. Enfin, c'est moins clairement une main, mais c'était une main. Bah, on va ajouter ça à notre beau tableau de chasse de décisions arbitrales pourries contre nous, quoi. On peut l'ajouter au mur. Après, en fait, comme vu l'état du match, je trouve que c'était plutôt à la fois attendu et mérité. Tu vois, il y a un côté genre, bon, bah voilà, on encaisse le 2-1, c'est tout ce qu'on mérite à ce moment-là. Donc, franchement, c'est Saliba qui perd la balle sur l'aile droite alors que Partey l'écarte en éliminant 3 joueurs. Et ensuite, on concède le corner. Non, alors, ouais, mais le truc de. Alors, c'est Saliba qui la perd, mais pour moi, il y avait Saliba qui la perd bêtement. Partey, Odegaard qui font un peu de la merde aussi. Et en fait, là, j'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu tous là, à se donner le ballon, genre, tiens, vas-y, toi, démerde-toi. Ah non, bah, tiens, je te donne le ballon, démerde-toi. Pour moi, dans le body language, dans la gestuelle, j'ai l'impression que c'était ça. Genre, ce que faisait Odegaard, ce que faisait Partey. Et à un moment, ils l'ont refilé à Saliba, genre, vas-y, toi, t'es bon pour faire ça, sors-nous de là. Et parce que pour moi, oui, c'est lui qui la perd, mais. Et ça, pour moi. Ouais, c'est le truc de on est en train de craquer. Et c'est pas bon, quoi. Bah, c'est sûr. Mais moi, j'espère qu'on peut mettre ça sur le compte de ce match. J'ai pas du tout envie d'y aller avec toute l'intensité parce que je dois rester en forme et je veux pas me blesser. Un manque de concentration, un manque de voilà. Sauf que ce que ça m'annonce, c'est que vraiment, si on sort contre le PSG. Mais les 3 derniers matchs, ils vont être, t'imagines, les joueurs, ils doivent se relever. Ils doivent jouer contre Liverpool à Anfield, ils doivent jouer contre Newcastle. Surtout qu'à Anfield, mec, à Anfield, on va devoir les joueurs vont devoir applaudir, quoi. Et leur faire leur arrêt d'honneur. Ouais, mais ça... Ouais, mais c'est chiant. Ça, c'est humiliant. T'imagines ? C'est pas si humiliant. Déjà, c'est genre, voilà, ils sont champions, on leur fait la haie d'honneur. Et en plus, connaissant Arteta, il va utiliser ça, il va leur mettre en replay vidéo toute l'année prochaine en disant, est-ce que vous voulez encore faire une haie d'honneur ou vous voulez vous motiver pour gagner ? Mais bon, peut-être qu'en même temps, c'est pas plus mal qu'on finisse pas 2e de la Ligue parce que sinon, on est 3e fois 2e d'affilée. Et peut-être que c'est mieux de finir 3e ou 4e pour pas... Tu vois, pour pas être celui qui a fini 2e, 3e année d'affilée. Ouais, mais tu vois, celui qui finit 2e cette année, c'est un peu... Tu vois, si City finissent 2e, c'est genre, ah bah finalement, ils se sont bien rattrapés, tu vois. Mais en plus, ils regagnent la Ligue l'année prochaine. Et en plus, ils vont en plus, ils vont sans doute gagner la FA Cup parce que je suis sûr qu'ils vont arriver, ils vont être trop chauds. Et les arbitres vont les aider, etc. Non, mais je rigole. Mais non, moi je pense par contre que les arbitres vont vraiment pas les aider en finale de la FA Cup. Je sais pas. En tout cas, ils nous aident pas, nous, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais juste dire un truc, je sais plus ce que c'était. Ouais, non, mais il y avait un vrai manque de... En fait, j'espère que c'était un manque de concentration et d'envie, non, mais en fait... j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un vrai manque de confiance, quoi, et ça m'énerve. Et c'est là où Arteta est trop con d'avoir foutu ses joueurs pour aller encore perdre un peu plus de confiance sur le terrain, se dire encore plus, on est mauvais en attaque, on n'arrive pas à marquer, alors qu'on est censé gagner au Parc des Princes. Et en fait, il a juste tiré une nouvelle balle dans la confiance en soi de ses joueurs, quoi. Alors que si on est perdu avec 5 joueurs de l'académie, tout le monde s'en fout. Ouais, mais après, un autre argument, c'est qu'il a peut-être mis ce line-up parce que aussi on pouvait pas se permettre de perdre et qu'il fallait gagner. C'est ça aussi, parce que je suis désolé, mais oui, d'accord, c'est quand même... Pourquoi on pouvait pas se permettre de perdre ? Bah, c'est peu Non, mais ce que je veux dire, c'est... Le fait est qu'on a perdu en plus. Non, mais oui, mais c'est peu probable. C'est peu probable qu'on se qualifie pas pour la Champions League.
Mais en même temps, tu peux pas non plus, quand tu es un entraîneur, tu peux pas être comme nous, fans, et dire ah, mais c'est bon, ça passera s'il y a une défaite. Tu peux pas avoir cette mentalité. Et tu peux pas avoir la mentalité de dire je mets des joueurs, un line-up où je me dis bah, je m'en fous, avec ce line-up, on va peut-être pas gagner, mais je m'en fous. C'est la mentalité de gagner. Et aussi, non, pour moi, c'était un bon truc de mettre ce line-up. C'est juste qu'ils ont foiré. Mais à un moment, c'est à eux de se bouger aussi. Je veux dire, tu peux pas avoir en tant qu'entraîneur te dire ah, je vais pas les mettre. Je vais pas mettre mon 11 de départ parce que j'ai peur que qu'ils vont peut-être, si jamais ils perdent, ils foirent. Mercredi, ils vont être pas bien dans leur tête. Mais si, ben si, non, si. je suis désolé. Bah alors si tu fais ça, Mais il non. y a que Arteta qui fait ça. Oui, mais non, parce que si tu te dis ça, ça veut dire que t'estimes pas tes joueurs. Attends, regarde, là aujourd'hui, on a perdu. Et pourtant, ça va, on est plutôt confiant pour la suite. Donc en fait, on pouvait se permettre de mettre des joueurs d'académie. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on n'est pas en train de se dire on a perdu, Non, on mais- est en dehors de la Champions League, c'est niqué, on devait mettre notre foot l'équipe et on a foiré. Non, on avait une marge d'erreur. Là, ou alors il est en train de nous annoncer qu'il a trop peur de Liverpool et Newcastle et qu'il était obligé de gagner contre Bournemouth. Bah, Mais pour moi, on pouvait se permettre, avant le plus gros match de l'histoire d'Arteta et le plus gros match des 15 dernières années ouais, de d'Arsenal, reposer. on pouvait, Non, 15 dernières années, L'argument- on pouvait se permettre un petit écart. l'argument de il faut reposer les joueurs, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord sur cet argument. Mais il est le plus important, tu vois. Mais bon. Bah oui, mais l'argument de dire c'est pas une bonne idée de les avoir mis là parce que maintenant ils ont perdu confiance. Non, je suis désolé, les mecs c'est des pros, ils veulent ils aspirent tous à être champions. À un moment, bah voilà, les gars, vous voulez être champions, vous jouez. Et si vous perdez contre Bournemouth, bah vous récupérez pour vous montrer que vous avez la mentalité pour récupérer mercredi et faire un gros match mercredi. Et si vous n'avez pas cette mentalité dans l'adversité, bah vous serez jamais champion. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un test aussi. C'est genre, faut voir aussi les joueurs et ce qu'ils sont capables, tu vois. Pour moi, il y en a, oui, et il y en a s'ils se chient mercredi parce que ils ont, voilà, parce que c'est ce qu'il disait Arteta, c'est dans le documentaire. C'est genre, on peut perdre, mais c'est la façon de perdre. Et pour moi, ce qui est important, surtout contre le PSG, c'est au-delà du résultat, c'est qu'on montre qu'on sorte un vrai match, qu'on les mette en danger et qu'on sorte une grosse performance. Et si derrière le PSG, je suis déjà un peu en train de faire la preview, mais si derrière le PSG, ils te sortent eux aussi un gros match et que Dembélé te sort un triplé et qu'ils sont excellents, tu dis bah d'accord les gars, chapeau. Mais si nous aussi on a fait un bon match et que c'était serré et tout ça, bah là je dis ok, au moins on a montré quelque chose. Mais tu vois, le test il est aussi de dire bah si on se chie mercredi parce qu'on arrive et on n'a pas turn-up et on fait une espèce de performance pourrie où on prend même pas de risque ni rien et on fait comme contre le Bayern où on sort tu vois modestement, et bah là je me dis bah là il faut vraiment faire des changements. En même temps c'est une bonne chose, c'est qu'on peut voir vraiment les joueurs qu'on doit changer, et il y a des joueurs où je commence à avoir des suspicions, des présomptions de me dire là ce joueur je commence à penser qu'il a pas la mentalité pour être champion. Mais en fait le problème c'est qu'il a peut-être plus les jambes. Qui ça? Il a peut-être plus rien. Ben, n'importe qui, le joueur que tu cites qui a peut-être pas Ouais. le niveau mercredi, c'est peut-être parce qu'il est rincé aussi. En fait, c'est ça, on se donne pas les chances. C'est possible. On se donne pas les chances pour mercredi. Et parlons de mercredi. Parce que là, j'ai pas en effet, la première ligue, on est toujours obligé de prendre la réserve quand on l'analyse, que de toute façon, elle est perdue, qu'on est dans une sorte de. On est flotté dans des limbes où on est à peu près déjà sûr d'être en Champions League, mais évidemment, le championnat est déjà réglé. Donc, c'est dur d'analyser, mais tu vois, par exemple, je dirais pas que les joueurs qui n'ont pas performé hier contre Bournemouth, ce sera eux qu'il faudra écarter en fin de saison pour la suite. Mais à un moment, on va voir contre le PSG, il ne faut pas forcément qu'il y ait une grosse performance. Alors oui, peut-être il faut une grosse performance, mais il faut qu'il y ait le minimum requis d'intensité, de fight qui n'était pas là. Quand on dit qu'on perdait tous les duels en première mi-temps, c'est pas possible que le Arsenal que je connais, que j'ai vu avec une envie de psychopathe quand il y avait Gabriel Jesus ou Havertz sur le terrain, c'est pas possible que je ne le retrouve pas. Il suffit d'attaquer, en fait. Vous savez le faire. Il suffit d'attaquer, je veux dire, l'adversaire physiquement. Je veux dire, pas
Pas, il suffit d'attaquer le PSG, c'est trop dur. C'est trop dur même d'avoir la balle. Mais allez-y au moins en contact. Allez-y, montrez de l'envie. Il n'y a que Declan Rice et Miles Lewis-Kelly qui montraient quelque chose au dernier match. Donc là, en effet, il faut sortir une énorme performance d'intention, d'intensité et de présence, plus qu'à la limite de technique et de tactique. Ça, de toute façon, le PSG, clairement, c'est une des meilleures équipes que j'ai vues contre Arsenal ces dernières années. D'ailleurs, la demi-heure où on s'est fait dominer par le PSG, j'ai jamais vu dans les 4 dernières années une équipe faire ça à Arsenal. Ouais. Je pense que même les joueurs d'Arsenal, ils étaient en train de regarder. Si, on a vu City. Ils étaient tétanisés. Ouais, bah c'est ça. Je pense que c'est aussi ça. C'est peut-être ça les a un peu choqués, tu vois. Et du coup, ils ont peut-être perdu 1-2% de fight qu'ils avaient. Et c'est pour ça ils ont commencé à se pisser dessus en plus. Donc, bah, je pense qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, bah là, ils sont en train de nous. Là, on touche pas le ballon. Et pour moi, ça m'a rappelé, enfin, pas exactement, mais ça m'a rappelé le match en 2023 contre City. Pas le match aller ou chez nous, mais je sais pas si tu te rappelles. On parle du 4-1. Le 4-1. Et pour moi, alors c'est pas tellement physiquement, machin, mais pour moi, on n'arrivait pas à avoir le ballon. On faisait rien. Je me rappelle, tu avais Odegaard, machin. On avait le ballon, on faisait 2 touches de balle, on n'arrivait pas à aligner 3 passes. On faisait un espèce de semi-pressing, on se pissait dessus. Et ouais, pour moi, c'était un peu ça, cette demi-heure contre le PSG, c'était ça. C'était peut-être en moins pire, mais quand même. Mais voilà. À l'époque, je m'étais dit, on est vraiment loin de City, quoi. On est vraiment très loin. C'est à ce match-là que je pense qu'Arteta a switché dans sa tête. Ouais. Et d'ailleurs, au match d'après, c'était le Community Shield, il me semble. Et là, c'est là qu'on est rentré dans la nouvelle phase de l'Arsenal qui a vraiment un vrai potentiel de contrôle de match et de prudence. C'était le Community Shield où il me semble que Trossard égalise sur un but dévié 1-1 et après on gagne au tir au but. Ouais. Mais avant ça, en effet, le match dont tu parles, on était encore naïf. Et je pense que Arteta a switché à ce match-là. Ok, bah maintenant, vous savez quoi, je vais être hyper prudent dans mon approche. Mais si tu regardes par rapport au PSG, là, oui, on s'est fait dominer une demi-heure, mais après, on est quand même revenu petit à petit dans le match. Et c'était pas glorieux, mais on a quand même ce truc où on est une équipe qui est pas facile à battre, tu vois. Faut vraiment... Là, PSG, comment ils ont fait pour se créer autant d'opportunités? Ils ont sorti quand même... Ils se sont motivés, ils ont été à fond. Ils ont été à fond dans les duels, ils ont été techniquement incroyables, mais ils doivent sortir une performance de dingue pour ça, tu vois. Donc ça requiert du PSG aussi d'être excellent. Et c'est pas facile d'être excellent tout le temps. Et c'est quand même bien qu'on soit une équipe un peu comme ça, un peu dure à battre, un peu physique et tout. Et on a encore ça. C'est juste qu'il faut qu'on le sorte, comme tu as dit, mercredi, quoi. Et je pense que c'est ça en fait. C'est pas tellement qu'on doit sortir une grosse performance, qu'on doit jouer excellemment bien, mais c'est qu'on doit rendre le truc. On doit faire un peu comme l'Atlético Madrid ou l'Inter, tu vois. Arriver et rendre le truc difficile. Rendre le truc un peu pénible pour l'équipe adverse. C'est ça en fait. Ça va être compliqué avec un Odegaard qui est le fantôme de lui-même. Alors, il a fait une bonne première mi-temps quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il a fait une bonne première mi-temps, mais c'est ce que c'est suffisant. C'est notre capitaine. T'imagines de voir un capitaine se comporter comme ça et jouer comme ça, ça envoie quoi comme modèle et comme exemple au reste de l'équipe? Parce que là, franchement, contre le PSG, moi, je te dis, je sais qu'il est dans les petits papiers d'Arteta, mais je serais même pas étonné s'il nous sort une performance comme il a fait au match aller contre le PSG, qu'il sorte à la 60e minute pour Nwaneri. Je crois qu'Arteta est capable de lui faire, tu sais quoi, sors. Ouais. Si tu me refais ça, parce que même Rice, il va finir par le dégager lui-même. Hein. Rice, il va dégager Odegaard à coup de pied au cul du terrain s'il continue à avoir aussi peur. En fait, Odegaard, il a peur en ce moment. Qu'il a peur quand il a le ballon, il a peur du contact, il fuit, il a peur de tenter des choses. Donc, quand tu vois à côté Rice qui est juste, mais si tout le monde pouvait avoir juste le mental de Rice et l'intensité de Rice, ce serait un mieux. Alors moi, je dis ça, je suis assis sur ma chaise avec mon coussin pour les problèmes de coccyx, et à critiquer. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Non, mais c'est vrai qu'Odegaard, c'est ça le truc. C'est peut-être notre joueur le plus... Peut-être un des plus techniques, et en termes de vision de jeu et en termes de passe... Et d'anticipation. C'est un des meilleurs aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu un poste clé. Donc on peut pas... C'est ça aussi, c'est qu'il peut pas... Nwaneri, il est super bon, il est très talentueux, mais il a pas encore ce truc de pouvoir contrôler quand même autant
Mais tu vois, quand il n'y a plus rien à perdre, moi je pense que ça va être Bah, ça. c'est ça. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'est. En fait, là, ça sert à rien. Tant qu'on a besoin d'Odegaard et qu'il y a du potentiellement Odegaard peut nous sortir encore un bon match, pour moi, ça sert à rien de l'ostraciser maintenant, tu vois. Faut le garder et lui donner confiance. Au contraire. Mais voilà. Pour moi, si c'est voilà, si on est en train de perdre, qu'il a fait un match pourri, tu le sors et il joue plus de la saison. Il joue plus. Pour moi, il sort une performance pourrie contre le PSG. C'est genre, Arteta lui dit, écoute, repose-toi. Là, je vais mettre Nwaneri. Va te faire opérer ta cheville. Réfléchis bien à tes performances et à ce que tu proposes. L'année prochaine, cet été, on va acheter Eze qui va venir te donner un peu de compétition. Tu réfléchis à tout ça cet été et tu reviens l'année prochaine en bonne forme et bien focus. Et là, on va voir ce qui va nous sortir. Moi, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être ruthless, tu vois. Ruthless. Ouais, mais le problème, c'est que là, j'en ai un peu rien à foutre du après mercredi, quoi. Oui, on y pensera quand ce sera. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour gagner ce match, tu vois? C'est surtout ça. Non, mais après, c'est la Champions League. Moi, il faut regarder le côté positif. C'est-à-dire que c'est pas comme le championnat où on était à 12 points derrière Liverpool et à chaque match, on stressait. Là, il nous reste un match mercredi. Alors oui, le pire peut arriver, on peut perdre. Et après, ça va être pourri la fin de saison. Mais ça, on le sait déjà, tu vois. Ce sera pas... Et on a encore de l'espoir pour cet été. Mais là, faut penser... Il nous reste quand même encore un match. Faut penser... Là, on n'est pas encore à mercredi. Jusqu'à mercredi, il faut se dire... On peut être dans la on peut être dans le déni. Dans le déni, mais en même temps, on peut se dire il nous reste encore ça. Ça va être un match chouette. Moi, j'aurais de l'anticipation à ce match. J'aurais là, ouais, putain, j'ai trop hâte de le voir. Je vais être super nerveux. Et c'est quand même que 1-0. Je veux dire, il suffit qu'on mette un but pourri sur corner ou je sais pas quoi. Après ces prolongations, je sais pas, tir au but, mais ou peut-être pas, ou peut-être qu'on va mettre 2 buts, je sais pas, mais il y a encore ce truc, rien n'est joué. C'est que 1-0. Et d'accord, ils sont forts le PSG, d'accord, mais on a vu ce qu'ils ont fait contre Villa. Et nous, on est quand même capable de sortir quelque chose, tu vois. Et je pense surtout si comme on dit en anglais, on take the handbrake off, si on lâche le frein, cette équipe est capable offensivement de faire quelque chose, tu vois. Si à un moment on est désespéré, si le PSG nous met un but, comme ils ont fait à Aston Villa, à un moment, Aston Villa, ils se sont dit, ok, on attaque comme des dingues. Et nous, on peut faire ça aussi, on est capable, tu vois. C'est juste que... Je sais pas, je sais pas si on est capable d'attaquer comme des dingues avec notre équipe actuelle. Bah écoute, on verra bien. Hein. Mais on est capable d'essayer d'avoir la balle devant à l'entrée de leur surface, mais pas plus. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un match, tu vois. C'est pas un championnat. Ça veut dire que tu te rappelles toutes ces Coupes du Monde, la Coupe du Monde 2006, où on était un peu nul, la France. Mais il suffisait des petits matchs où on obtient un péno. Il suffit pas de bien jouer, c'est ça en fait. Il faut être là physiquement, mais il faut être là mentalement surtout. Physiquement. Faire la différence quand il faut. Mais il suffit d'un cafouillage, il suffit d'un corner, un cafouillage, un long ballon pourri à la fin. Un but du cul de Merino. Un but à la dernière minute. Il suffit de trucs comme ça. Faut croire jusqu'au bout, tu vois. Pour moi, tout est possible encore. Et le PSG, faut pas oublier qu'ils sont très forts, etc. Ils seront chez eux. Mais ils ont quand même une petite histoire en Champions League où ils se sont chiés pas mal de fois. Et c'est plein de joueurs qui sont jamais arrivés à ce niveau-là. Ça peut jouer en leur faveur dans le sens où c'est des jeunes joueurs et tout. Ils se mettront pas la pression. Ils joueront tranquilles. Mais ça peut aussi jouer dans le sens où ils vont être un peu fébriles, un peu naïfs. Ils vont commencer à penser mais là, on joue pour la finale, tu vois. Donc faut vraiment, faut pas perdre espoir. On pourra critiquer si on perd. Pardon. On pourra critiquer si on perd mercredi. Là, on pourra critiquer. Mais en attendant, on peut espérer. Ouais, on fera un post-mortem de cette saison après coup. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir. Ah ouais. On aura le temps. Il faudra voir selon les transferts aussi, si on corrige un peu les. Non, mais là, c'est obligé. Non, mais attends. Tu le vois, la fin du mercato, on n'a pas signé de numéro 9. Non, on va venir ou pas? Ah non. Alors, moi, si c'est ça, je perds tout. Là, j'ai plus d'attente. Et là, non, là, je suis désolé, c'est pas possible. Pour moi, là, c'est même pas un numéro 9. C'est que là, si on n'a pas acheté au moins 2 joueurs offensifs, dont un numéro 9 et un autre joueur offensif, mais de renommée mondiale, au moins, ou un bon joueur, pas un petit jeune qu'on connaît pas, tu vois. Pas un Fabio Vieira, tu vois. Oui, mais un Semenyo, moi ça me va si t'as aussi un numéro 9. Ah oui, d'ailleurs pour moi Semenyo il le faut juste pour les touches longues.
Mais non, mais voilà. En fait, si on n'a pas un numéro 9, genre un Sesco ou un Gyökeres ou je sais pas quoi, et un Semenyo, au minimum, plus peut-être un Zubimendi, mais pour moi, il faut 3 transferts là. 3 nouveaux joueurs au minimum et 2 offensifs minimum pareil. C'est quand même incroyable quand ils pensent que Arsenal Football Club, depuis genre des mois, joue sans attaquant. Mais Sans vrai attaquant. comme n'importe quoi. Enfin, comment on en arrive là? Mais après, on a eu un peu la poisse avec Jesus et Havertz qui se blessent. Arrête. Mais en même temps, Havertz, on le sait. Havertz, c'est même pas un full attaquant. Donc, et Gabriel Jesus, c'est un peu un décevant d'attaquant qui d'ailleurs, je le trouve toujours meilleur à l'aile. Donc, mais Jesus, on n'a pas d'attaquant depuis même beaucoup plus longtemps que ça en fait. Bah, là où on aurait pu anticiper, c'est que sur le papier, on avait 2 attaquants. Mais en fait, Jesus, on sait qu'il se blesse tout le temps. Donc à un moment, tu dois gérer ça. Et là, il a combien de contrats encore 1 an? Je sais pas, mec. De toute façon, moi, on l'aurait vendu. On l'aurait vendu cet été si c'était pas blessé. Bah là, je pense s'ils le vendent pas là, bah, ils pourront pas. Tu peux pas le vendre s'il est blessé. Non, mais tu le gardes. Par contre, tu le gardes en squad player, il y a pas de souci. Mais t'achètes un autre attaquant, c'est pas possible. Non, moi, mais bon, il a un salaire hyper élevé, Jesus. C'est ça qui est chiant, c'est que la fiche de paye globale de l'équipe, elle monte trop si tu prends un joueur, un autre attaquant hyper bien payé. Havertz, c'est le joueur le mieux payé. Jesus, il est tu l'envoies en loan. Tu prends un autre attaquant qui est aussi hyper bien payé. Bah, en fait, je sais pas si tu peux, tu vois. Non, mais ils vont se débarrasser non, parce que je t'aime bien, mais il y a des joueurs qui vont partir. Zinchenko. Martinelli. Non. Zinchenko, comment il s'appelle Jorginho. Ils sont bien payés, hein, je pense. Jorginho, il est bien payé. Hein. Sterling, bon, on payait pas. Je sais pas si on payait, mais. Non, mais. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est quand même touche de Semenyo pour un but de Heusen. C'est nos 2 targets en fait. Ah, Heusen aussi? Mais je crois que c'était le Heusen target aussi de. pour remplacer Saliba. Ah non, mais si Saliba part, c'est mort, quoi. Si tu dois vendre Saliba à 100 millions ou Gabriel Magalhaes, non, Saliba à 80 millions au Real ou Gabriel Magalhaes à 100 millions en Arabie Saoudite, tu vends lequel? Gabriel Magalhaes à 100 millions en Arabie Saoudite. Ok, et l'inverse alors. Attends, je reviens parce que je suis trop con. Mon premier point était le bon. Si tu vends Saliba 100 millions ou Gabriel Magalhaes 80 millions, tu vends qui? En vrai, je l'adore, Gabriel, mais j'ai pas envie de le vendre, mais qu'on le vende. Mais je pense quand même lui, parce que si tu regardes sur le papier, Gabriel Magalhaes, il est plus vieux que Saliba. Ouais, mais du coup, on doit gagner la Ligue cette année. En vrai, je sais pas, parce que mais Saliba, il est quand même super important. Tu le vois, parce que par exemple, regarde, la question c'est là, on a perdu Gabriel Magalhaes, donc on a perdu un peu une menace sur les corners, tout ça. Mais Kiwior Saliba, ça marchait bien finalement. Mais si on avait perdu Saliba, est-ce que si on avait eu genre White, Gabriel, ça aurait bien marché? En fait, c'est exactement mon point justement que je voulais développer. C'est que j'ai remarqué ces derniers mois, malgré ce qu'on pensait, que Saliba est beaucoup moins remplaçable que Gabriel Magalhaes. Et que Saliba est beaucoup trop important. Ouais. On l'a vu quand... Bon, c'est pas pareil, mais quand il y a eu Holding Gabriel Magalhaes, c'était horrible. Alors que Saliba Kiwior, on remarque presque pas trop l'absence de Gabriel Magalhaes. Après, c'est peut-être aussi bien, ça veut dire que Kiwior est quand même bon. Hein. Mais c'est vrai que non, moi, si on peut garder les deux, franchement, moi, Gabriel, j'adore. Ouais. J'ai pas envie qu'il parte. C'est un de mes joueurs préférés. Enfin, il est juste trop bien, ce joueur. Je trouve ça un peu fade quand il est pas là. Il manque quelque chose. Il a un truc de leadership en plus. Il est dangereux sur les corners. Moi, je pense. Il a un cri hyper aigu à chaque fois. Ça, c'est trop drôle. Il est là. J'adore l'entendre, même quand on n'est pas sûr. Tu l'entends sur le terrain direct. Toujours à la télé. C'est trop drôle. Mais ouais, en plus, c'est trop. Comment dire? C'est trop bien. Moi, quand je le vois, je suis trop content. Il y a un truc trop drôle avec lui, tu vois, qui fait chier les autres joueurs et tout. Moi, ça, c'est le truc que je me suis dit récemment. C'est parce que bien sûr, tu vois, quand je vois Chelsea, je les déteste tous. Ils ont tous des gueules de connards. United, Spurs, City. Mais je me dis, Arsenal, si j'étais pas pour eux, j'essaie objectivement, c'est dur de se placer comme ça, mais je me dis, si je suis un fan d'une équipe adverse et qu'on joue Arsenal. Non, mais surtout, est-ce que c'est pas une équipe très détestable quand tu regardes? Enfin, détestable. Mais c'est ce que je disais à mon pote l'autre jour, c'est une équipe insupportable. Ah ouais, tu crois? Mais oui, bien sûr. Mais c'est bien ça. Ça, c'est bien.
Ça, c'est bien. Parce qu'avant, on était une équipe naïve et gentille. Et maintenant, on est une équipe un peu détestable qui fait des petits trucs de merde. Il y a que Saka et Rice à la limite. Encore, Saka, il a un côté un peu cheeky, un peu... Ouais, de plus en plus, ouais. Non, mais pas... Un peu coquin, ouais. Un peu, il a son petit sourire où il fait une petite action et... Tu vois, où il y a un joueur qui le fait chier, il lui sourit dessus et tout. Ouais. Mais Odegaard, insupportable. Gabriel Magalhaes. Je sais pas, non, Odegaard, ça va. Il est discret. Timber, ça va. Timber, il est cool, ouais. Il a l'air cool. White, ça doit être insupportable. White, il le fait exprès. Il a endossé le Mais rôle. c'est génial, moi j'adore. Saliba, Bon, non. C'est bien qu'il ait Neutre. joué White, par contre. On l'a pas trop mentionné, mais Ouais. faut qu'il revienne. Lui, il me manque aussi, lui. Ouais, mais Timber a quand même vachement bien joué cette saison. Oui, mais il a trop joué, du coup. Ouais. Donc lui aussi, il est rincé, là. Mais même Miles Lewis Kelly, en fait, ça me saoule un peu parce que ils ont trop exagéré les médias sur ce côté. Ah ouais, c'est un petit con, il fait la célébration d'Haaland, il fait un tacle rouge. Ils ont exagéré là-dessus parce qu'en vrai, c'est pas c'était rien ce qu'il avait fait. Même s'il a ce petit côté un peu provocateur. Tottenham, il vient, il se bat, il applaudit, il rigole. Bien sûr. Est-ce que t'as vu avec les supporters du Real Madrid, il leur crache l'eau dessus, il leur crache l'eau vers eux et il fait vamos, et il se barre en courant. Mais bien sûr. Il a le côté un peu, j'endosse le rôle de l'ennemi de l'adversaire. Mais je suis d'accord. Et bien sûr, il a ce côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a quand même été exagéré. Même avant qu'il fasse tout ça, ça a été exagéré, tout le truc qu'il y a eu autour de lui. Il y a tellement de joueurs qui font des trucs comme ça, tu vois. Mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait des trucs que même Saka ne fait pas aujourd'hui. Ouais. Mais ça, moi, j'aime bien. Alors qu'il a 18 ans. Ouais. Voilà. Bon, bah voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps de dire au revoir. Dire au revoir à Ceballos. Dire au revoir à Ceballos. De dire au revoir à la formule Adios Ceballos. Oui, parce que c'est une formule datée et j'ai pas envie de dire Ceballos tout le temps, quoi. Ça va. J'ai envie de penser à Dani. Je préfère penser à l'autre Dani Welbeck. Non. Dani Welbeck ou Michel Welbeck? Questionnaire. Alors. Il me faut une citation. Le but de la vie. C'est le mec en invente. Non, mais je ferai le questionnaire Dani Welbeck ou Michel Welbeck un jour. Pronostic pour le match, Théo, de PSG. 1-0 et on perd au tir au but. Ok, alors moi je vais dire 2-1 pour Arsenal après la prolongation. Non, c'est impossible. 2-1 pour Arsenal, prolongation, bah si, c'est possible. Et on gagne dans la prolongation. Si c'est 1-0 temps réglementaire, on peut faire 2-1 en prolongation. Ah oui, 2-1 pour Arsenal après la prolongation. On met 1-0, PSG nous met 1-1 à la prolongation et on met 2-1, on gagne. Voilà. Oh là là, mais ça, mec, je perds des années de vie. Oui, mais on le sait. Oui, mais comme j'ai dit que ce sera ça. De vie, hein. Oui, mais maintenant qu'on sait que ce sera ça, une fois qu'ils auront égalisé, on sera là. Ah non, mais c'est bon, tranquille, on va mettre 2-1. C'est drôle parce que s'il y a 1-0, puis s'il y a 1-1 et puis il y a 2-1 en prolongation, je dis bah Alex l'avait prédit, donc on gagne au tir au but, forcément. Ouais, voilà. En fait, les tirs au but. Mais non, si c'est 2-1 après la prolongation. Bah, c'est ce que tu auras prédit, donc on gagne au tir au but. La suite de ta prédiction. Attends, je réfléchis. Si c'est 2-1 et prolongation, c'est quand même tir au but, il n'y a pas de but à l'extérieur. Ah, mais oui, c'est vrai, putain. Par contre, s'il y a tir au but, excuse-moi, c'est pour moi 10% de chance qu'Arsenal gagne. Mais il n'y aura pas de tir au but. En fait, je retire mon truc. On va gagner 2-1. 2-1. Merde, c'est quoi ce bordel? 2-1 en temps réglementaire. Non, on va gagner 3-1 dans le temps réglementaire. 3-1 après la prolongation. Voilà. Okay. 2-1 temps réglementaire, 3-1 après la prolongation. J'ai changé mon pronostic. Bon, c'est noté. C'est noté dans les annales de l'histoire. On va faire un match de ouf. Allez, moi je veux voir the fucking standards. Je veux voir les standards. When I lose the duel, I'm upset. I'm upset. Bon, allez, je vais envoyer ça. Je fais ce petit montage et j'envoie tout ça parce que les gens l'attendent. Sur ce, on se dit qu'on se parle après le plus gros match de ces dernières années. Hola. PSG, Arsenal au Parc des Princes. Let's go. Hola, Saliba. Ça, on est tellement bien fini. Ben voilà, tu couperas. C'est fini là? Je fais arrêter.